vidéo sur le réflexe myotatique, nous avons vu le circuit neuronique permettant le réflexe. Cette deuxième vidéo fait donc suite à la première et permettra de comprendre comment le message nerveux circule au niveau des neurones et comment il est transmis d'un neurone à l'autre, mais également comment il est transmis d'un neurone vers la cellule musculaire. Je vais donc reprendre le schéma bilan qui avait été vu la dernière fois. Afin de clarifier le schéma, je n'ai pas remis toutes les légendes, mais vous allez voir ici, en haut à droite, une légende résumée. Donc en rose est représenté le neurone sensitif, qui est constitué d'un dendrite, d'un corps cellulaire et d'un axone. En bleu, le neurone moteur. On va retrouver ici le corps cellulaire. L'axone est représenté par un petit point au bout, le bouton synaptique. Les ronds en vert insistent sur les synapses et les flèches présentent le sens du message nerveux. Alors, afin de comprendre comment le message nerveux circule au niveau d'un neurone, nous allons tout d'abord faire un point sur ce qui se passe au repos avant le réflexe myotatique. Ainsi, zoomons ici sur une fibre nerveuse. Il peut s'agir d'un dendrite ou d'un axone. Au repos, la fibre nerveuse va présenter une différence électrique de part et d'autre de sa membrane. Ainsi, l'intérieur de la fibre est chargé négativement, tandis que l'extérieur de la fibre est chargé positivement. Lorsqu'on place des microélectrodes reliées à un oscilloscope, on peut ainsi enregistrer un potentiel de repos de moins 70 mV, prouvant ainsi que la fibre nerveuse présente bien une charge négative à l'intérieur. Alors, que se passe-t-il lors d'un réflexe myotatique? Tout part d'une stimulation. Le stimulus est ici l'étirement du muscle, provoqué soit par un coup sur le tendon, soit naturellement dans une position de posture. Ce stimulus est capté par le fuseau neuromusculaire, qui est donc le récepteur sensoriel. Au niveau de ce récepteur sensoriel, on va trouver les dendrites d'un neurone sensitif. La stimulation, si elle est suffisamment forte, va créer un potentiel d'action, c'est-à-dire une inversion de polarité de la fibre. Si je reprends ma fibre nerveuse, cette fois-ci stimulée, je vais voir que l'intérieur va devenir positif, tandis que l'extérieur négatif. J'ai donc bien ici une inversion de polarité au niveau de ma fibre nerveuse. Sur un enregistrement, cette fois-ci réalisé au niveau d'un oscilloscope, je vais donc voir un potentiel d'action. Se créer. Au départ, ma fibre était donc, j'avais un potentiel à moins 70 mV. Entre la stimulation et le potentiel d'action, j'observe un temps de latence. Puis ici, une dépolarisation. Ensuite, j'ai franchi les 0 mV. J'ai donc là une inversion de polarité au moment où l'extérieur devient négatif. Puis, j'ai une repolarisation, un retour vers la normale, une petite phase d'hyperpolarisation et enfin, un retour au repos. Ainsi, donc, le message nerveux au niveau d'une fibre est de nature électrique. Comment est-il codé? Plus la stimulation va être forte, plus la fréquence des potentiels d'action va être élevée. Aussi, je n'ai pas un potentiel d'action, mais un train de potentiel d'action, c'est-à-dire une succession de potentiels d'action. Plus la stimulation sera forte, plus ils sont fréquents. Ainsi, le message nerveux va se propager de nature électrique, codé en fréquence de potentiel d'action,
le long du neurone sensitif, jusqu'à atteindre une zone de jonction entre les deux neurones, entre le neurone sensitif et le neurone moteur. Cette zone de jonction est appelée synapse. Nous verrons plus tard le fonctionnement de la synapse. J'arrive ici au niveau d'un deuxième neurone, le neurone moteur, dans lequel le message nerveux sera aussi de nature électrique, codé également en fréquence de potentiel d'action. Puis, le message nerveux va circuler le long de l'axone du neurone moteur jusqu'à la plaque motrice, où on va pouvoir avoir ici plusieurs synapses. Alors une synapse ici sera une zone de jonction entre le bouton synaptique, c'est-à-dire l'extrémité en fait de l'axone, et une cellule musculaire. Voyons dans le détail comment va se dérouler ici la transmission du message nerveux au niveau de la synapse. J'agrandis donc le bouton synaptique, c'est-à-dire le petit rond en fait que j'ai dessiné. Donc ici, on va retrouver le bouton synaptique qui est en fait l'extrémité de l'axone. Ce bouton synaptique contient des vésicules. À l'intérieur de chacune des vésicules, je vais pouvoir observer ici des molécules qui s'appellent donc des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Ces neurotransmetteurs sont donc contenus dans les vésicules. Entre le bouton synaptique et l'élément postsynaptique, on va avoir une fente ou espace synaptique. Pour cette synapse, l'élément postsynaptique sera une cellule musculaire. Pour la synapse précédente, la synapse neuroneuronique, l'élément postsynaptique est donc un neurone. À la surface de la membrane de la cellule musculaire, je vais pouvoir observer des récepteurs. Ainsi, lorsqu'un train de potentiel d'action arrive, les vésicules présynaptiques vont migrer vers la membrane de mon bouton synaptique. Puis, elles vont fusionner avec cette membrane afin de pouvoir s'ouvrir et de libérer les neurotransmetteurs. On appelle ce phénomène l'exocytose. Ensuite, les neurotransmetteurs vont venir se fixer sur les récepteurs qui leur sont spécifiques. Au moment où ils se fixent, cela va induire une réponse de la cellule musculaire. Cette cellule musculaire va alors pouvoir se contracter. Finalement, l'ensemble de la contraction des cellules musculaires va permettre au niveau du muscle une réponse globale qui est la contraction musculaire. C'est ainsi qu'à partir du stimulus, qui était l'étirement du muscle, le message nerveux a pu être conduit le long des neurones jusqu'à ma cellule musculaire pour provoquer la contraction du muscle.